Bienvenue sur Top Invest. Aujourd'hui, on va parler des regrets. Avez-vous déjà eu des regrets quand vous vendez une action ou bien les regrets d'avoir acheté une action? Donc, soit on regrette d'avoir vendu trop tôt ou trop tard, ou on regrette d'avoir acheté tout simplement une action. On peut également regretter d'avoir acheté trop peu de cette action-là. So, en réalité, vous ne pouvez pas vous départir de ces regrets-là. Donc je pense que jusqu'à la fin de votre vie d'investisseur, il y aura toujours ce regret-là. Il y aura toujours des regrets pour X ou Y. Alors comment est-ce que moi je gère ces regrets-là? Alors déjà, je vais vous raconter une histoire. Enfin, même pas une histoire, une série d'histoires en fait. Qu'est-ce que j'ai appris dépendamment de ces différents regrets-là, d'accord? On commence d'abord aux alentours de 2015 par là, ok? Quand on avait à peu près des compagnies pétrolières qui s'échangeaient à des prix, avec des PER très peu élevés à cette période-là. Donc, notamment parce que le prix de la commodité est en train de baisser. Donc, je venais juste de terminer de lire la plupart des bouquins techniques pour le value investing. Et voilà, je savais quoi, on va sélectionner les entreprises avec un low PER, etc. On va avoir tendance à gagner de l'argent. Donc, il y a par exemple comme National Oilway Varco qui s'échangeait peut-être à 12 fois les bénéfices, etc. Donc, moi, je disais, oh, c'est une bonne entreprise. Il y a de fortes chances qu'on continue à gagner de l'argent. En plus, elle s'est négociée à 10 fois les bénéfices. Donc, il y a également d'autres entités dans le secteur pétrolier ici. Donc, juste pour vous mentionner que, en fait, la plupart de mes investissements, c'était dans le secteur des commodités. Évidemment, ça ne s'est pas bien passé. Certaines, voilà, j'ai perdu de l'argent. D'autres, je n'ai presque rien perdu. Mais j'ai eu le regret que j'ai eu, c'est d'avoir juste acheté ces entreprises-là. Pourtant, il y avait d'autres choix possibles. D'accord? Et qu'est-ce que j'ai donc appris? Parce que pour moi, c'était le plus important. Qu'est-ce que j'ai appris? En investissant sur ce type d'entreprise, si j'ai appris une chose, c'est que il est très important de connaître à peu près où est-ce qu'on met les pieds. Connaître à peu près l'industrie, comment est-ce que se comporte une industrie. D'accord? Donc, est-ce que c'est cyclique, pas cyclique? Avons-nous un pricing power ou pas? Donc, c'est ce que j'ai appris avec ce regret-là. Donc, ce regret-là, je l'ai transformé en leçon. Et cette leçon-là est devenue un peu comme une règle générale. Quand je regarde une compagnie ici qui exerce dans un secteur, voilà, qu'on peut typiquement appeler dans un secteur où elle est price taker, par exemple, encore que National Oilway Varco est une entreprise qui a un avantage concurrentiel. Vous ne pouvez pas le voir comme ça, mais en réalité, c'est un très bon business. D'accord? Elle n'a pas le choix que de se comporter de cette façon-là. En fait, son rôle est de ne pas perdre d'argent en période difficile et de quand elle gagne beaucoup d'argent, et en période où elle gagne beaucoup d'argent, en fait, elle aura tendance à faire des acquisitions ciblées ici pour pouvoir augmenter son avantage concurrentiel. C'est un très bon business et je vous ai déjà parlé de cette compagnie-ci. So, on va revenir à peu près à ce niveau-là. Donc, j'ai appris une chose, c'est voilà. Prochainement, si je veux investir dans une industrie, dans une entreprise, il est très important pour moi de maîtriser à peu près les drivers de cette industrie-là. D'accord? Si j'investis dans le secteur du charbon, par exemple, il y avait une très belle entreprise que j'aimais bien à cette époque-là, Alliance Ressources. Je n'ai jamais investi dans Alliance Ressources. Le problème, c'est que Alliance Ressources, ici, voilà, j'ai à peu près étudié l'industrie. Je me suis rendu compte qu'ils avaient les coûts de production les plus bas du marché, mais que les États-Unis faisaient également tout pour tuer l'industrie du charbon. Et la plupart d'ici de ces mines étaient situées aux États-Unis. Maintenant, en termes d'exportation, le prix du charbon était tellement bas que même en termes d'exportation ici, enfin, le prix comment on appelle ça? Le, le coût d'exploitation du charbon de ARLP était tellement bas que même si même si le prix du charbon se cassait la gueule, elle allait quand même gagner de l'argent quand même, d'accord? Et encore, ce charbon-là était destiné à l'exportation. Mais ce qui m'a empêché d'investir dans cette compagnie, c'est tout ce qui concerne l'environnement, les régulations, etc., tout ce qui concerne l'ESG. Voilà, je me disais que voilà, je ne peux pas, je vais me lever un matin, on me dira que le gouvernement chinois a interdit le charbon, ou bien le gouvernement indonésien a interdit le charbon, ou ce genre de choses-là. Donc on ne sait jamais. Mais c'était sur le papier, c'était une belle entreprise qui a un avantage concurrentiel. Et son avantage concurrentiel, ce sont les coûts de production. Donc, ce que j'ai appris de ce côté, en perdant de l'argent sur les secteurs ici du pétrole, etc., je l'ai appliqué ici et je n'ai pas investi sur cette compagnie-ci. Est-ce que vous pensez que j'ai eu un regret de ne pas avoir investi ici? Bien sûr, il y a eu un regret. Parce que je me suis dit, ah ben, toutes mes craintes, en fait, ne se sont pas réalisées. Mais ça ne c'est pas plus grave que ça. En fait, je préfère avoir le regret de ne pas avoir acheté plutôt que d'avoir le regret d'avoir acheté une compagnie sur laquelle je savais pertinemment qu'il ne fallait pas le faire. D'accord? Sur laquelle j'avais des doutes dès le départ. OK? So, ça, c'est en ce qui concerne la partie des commodités. Qu'est-ce que j'ai appris? Maintenant, aux alentours ici, 2016-2017, on avait une compagnie qu'on appelait Capri Holding. D'accord, c'est cette compagnie-ci.
Alors, cette compagnie-ci, c'est Michael Kors. OK? Et vous allez voir que comment est-ce que j'arrive à Michael Kors. Je commence par celle-ci, Fossil. Encore une fois, on parle de regrets. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait de ces regrets-là? C'est le plus important. Ici, ça c'est Fossil, montre Fossil. Et Fossil, en fait, fait des montres pour des compagnies comme Armani, je pense également Adidas, et également, comment on appelle encore cette compagnie, Michael Kors. Et quand vous regardez les rapports financiers de Fossil, ici, vous vous rendez compte que les montres qui se vendent le plus, ce sont des montres de marque Michael Kors. Et donc, je me suis également intéressé à Michael Kors. Donc, quand je prenais du Fossil ici, d'accord, je me rendais, mais l'entreprise s'est négociée à des PER très peu élevés. C'est fou. Mais les PER, enfin, les PER continuaient à baisser, à augmenter, alors que le prix de l'entreprise, le prix de l'action ne faisait que baisser. Je dis, mais c'est quoi le problème? En fait, c'est simple, c'est juste que l'entreprise, la hype était passée sur le produit, son produit phare, à savoir les montres Michael Kors. Et les montres Michael Kors, ici, comme vous allez le voir à ce niveau-ci, c'est Capri Holding. Michael Kors, à un moment donné, avait le vent en poupe. D'accord, je pense que c'est à peu près, voilà, si on regarde à peu près en termes de bénéfices jusqu'en 2017-2018 par là, voilà, la hype était là. Attention, elle a également fait des acquisitions entre-temps ici, donc il faut faire attention. Peut-être que c'est également tronqué à ce niveau-ci. Il me semble qu'elle a fait l'acquisition de Versace, de Stuart Weitzman, ce genre de choses-là. Donc, Michael Kors avait le vent en poupe. J'ai fait mes devoirs ici, comme Peter Lynch le mentionnait. Il fallait aller regarder à peu près, aller sortir dans la rue, essayer de voir les magasins, est-ce qu'ils étaient achalandés. Quand je partais ici dans les, comment on appelle ça, dans les warehouses, donc généralement ici, ce sont des magasins de discount à l'extérieur de la ville généralement. Donc par exemple, si vous connaissez la compagnie qu'on appelle SKT, elle a généralement, c'est une rate, elle a généralement ce genre de magasin à l'extérieur de la ville. Là. Donc on regroupe à peu près toutes les entreprises ici qui font tous les magasins ici qui sont en solde, d'accord. Donc, et Michael Kors, en fait, son magasin, quand j'allais dans cette zone-là, le magasin Michael Kors était le plus achalandé. Et j'ai dit, mais oh, ça veut dire que ça fonctionne, ok? Tout le monde avait du Michael Kors, que ce soit une montre. À chaque fois, ce qui est bizarre, c'est que quand j'ai commencé à m'intéresser à Michael Kors, quand je voyais quelqu'un dans la rue, j'essayais de regarder la marque de sa montre. Très souvent, on avait du Michael Kors. Donc, je me suis dit, ah, c'est sûr que ça fonctionne. Je vais y investir. C'est pas que cet investissement s'est mal passé. Au contraire, j'ai gagné de l'argent ici, mais pas énorme, parce qu'on est peut-être arrivé à ce niveau-ci. Je suis peut-être vendu peut-être à ce niveau-ci. OK? Mais le problème ici, c'est que je suis arrivé à un moment de hype, ok. Et également, j'ai su que ce segment d'activité, le business to consumer, surtout au niveau de tout ce qui concerne la consommation discrétionnaire, ça peut changer très très vite. Donc, surtout quand c'est un effet de mode, ça peut changer très très vite. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que quand tu partais dans ces magasins-là, tu pouvais trouver un sac à main à 300 dollars pour les femmes, disons un sac à main à 300 dollars, et le même sac à main, tu le retrouvais dans le magasin Michael Kors ou bien en ligne, ici, à 600 dollars, le même. Mais en fait, c'était le même modèle, mais c'était fait la matière était totalement différente. Mais comment est-ce que j'ai su ça? C'est que je me suis baladé un peu sur les forums, il y avait des gens qui se plaignaient, etc. Donc Michael Kors, en fait, profitait de ce nom-là pour vendre à peu près, pour privilégier les volumes d'un côté, tout en privilégiant les marges de l'autre côté. Ça ne peut pas marcher sur le même produit. Parce que quand deux personnes vont se retrouver avec le même sac, une personne l'a acheté à 300 dollars, l'autre l'a acheté à 600 dollars. Les deux semblent avoir le même sac. Et j'ai su une chose, c'est que l'être humain est un peu compliqué en fait. Les gens n'aiment pas avoir la même chose que les autres. Ils aiment bien quand c'est select. C'est pour ça que les LVMH continuent à marcher parce que on sait que quand tu as un LVMH sur toi, ça veut dire que tu l'as acheté à un prix élevé. Bon, si ce n'est pas le faux, bien sûr, ce n'est pas du fake. So, ici, je me suis dit, ah, est-ce que c'est un business que j'aimerais garder à long terme? D'accord? Si les consommateurs se rendent compte de l'arnaque ici, bah, c'est pas bon. Ça va impacter le business. Et je ne crois plus au luxe abordable. Pour moi, il n'y a pas de luxe abordable. Soit c'est du luxe, soit c'est pas du luxe. Point barre. Donc, j'ai vendu mes actions Michael Kors. Les fossiles, j'ai perdu de l'argent dessus. Mais également, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai donc appris derrière? C'est sur fossile, il faut faire attention quand, dépendamment du produit que vous vendez, si un de ces produits-là est plus populaire qu'un autre. D'accord. Donc, normalement, ici, les produits Michael Kors, les montres Michael Kors étaient plus populaires. Et Fossil a essayé de se diversifier ici dans d'autres segments d'activité sur lesquels les marges n'étaient pas assez élevées. Donc, je, j'ai vendu mes actions à perte. Et j'ai également eu, en règle générale, je me suis dit, quand je vais dans la consommation discrétionnaire, il faut que je fasse attention, un, à ne pas tomber amoureux du produit, et deux, à privilégier les entreprises qui pourraient avoir un pricing power. C'est facile à dire, mais vous allez voir que j'ai fait cette erreur-là à nouveau en 2022. OK? So, ça, c'est pour Fossil Capri. Maintenant, en 2000,
on va passer sur Apple. Je vous parle très souvent ici des actions Apple que j'ai achetées à un très bon prix. Et ça, c'est le regret d'avoir vendu. J'ai le regret d'avoir vendu ces actions-là. OK? Parce que mes actions Apple, j'ai déjà acheté entre 2016 à 2018 par là, je les achetais. D'accord? Parce que je considérais que l'entreprise était sous-évaluée. Donc, quand vous allez voir ici, si on le met ici à 15 fois les bénéfices, simple, on va le mettre là. Pour une compagnie qui était en croissance, c'est négocié aux alentours de 15 fois les bénéfices quand même. C'était un peu exagéré, c'était un peu très très bas. OK? Ici, le problème, c'était quoi? Apple n'innove plus, etc. Les ventes d'iPhone ralentissent, machin. Voilà. Moi, je l'ai acheté à ce niveau-là. D'accord? So, le regret que j'ai, c'est de les avoir vendus peut-être à partir de cette zone-ci. D'accord? Cette zone-ci, j'ai commencé à vendre mes actions Apple pour acheter une entreprise sur laquelle j'ai littéralement perdu de l'argent aujourd'hui. D'accord? So, j'ai le regret d'avoir vendu mes actions Apple parce que mon rendement sur coût d'acquisition était tellement bon que ça ne servait strictement à rien de les revendre. Admettons même que comment on appelle ça? J'avais un PRU de 45 dollars par rapport au bénéfice net en date d'aujourd'hui, d'accord, de 6 dollars par exemple. Donc, j'aurais eu un rendement sur coût d'à peu près 13%. Est-ce que ça valait la peine de vendre mes actions Apple? J'aurais pu vendre juste ma position d'entrée ici et garder ou bien la moitié, ou bien garder les bénéfices au travail ici. Mais ça, j'ai le regret d'avoir vendu mes actions Apple. Mais ça ne veut pas dire que je vais les racheter au prix actuel, non. Je le regrette d'avoir vendu mes actions Apple. Ce qui me force maintenant à faire attention par rapport à mes différents achats. Quand j'achète une entreprise à un prix tellement bas et qu'elle continue à bien se comporter, alors il faut généralement que je puisse avoir comment on appelle ça? Je dirais le courage de les garder à long terme. Même pas juste d'acter ma plus-value. Parce qu'à un moment donné, Apple distribuera un dividende et mon rendement sur coût aurait pu être plus élevé que ça. OK? Pour ceux qui reçoivent un dividende disons de 1 dollar l'année prochaine, par rapport à mon prix d'acquisition ici, j'aurais reçu à peu près 2%. C'est presque rien, mais en fait, elle peut distribuer le 13% aujourd'hui. Sans compter la croissance future, s'il y en a, sans compter également le rachat d'actions, etc. Donc, j'ai le regret d'avoir vendu cette compagnie-là, mais j'ai également tiré une leçon. OK? Et une leçon que j'applique aujourd'hui sur cette compagnie-ci, McKesson. Et si vous regardez bien cette compagnie-ci, je commence à l'acheter à partir dans cette zone-ci. D'accord? Toute cette période-ci. Et le problème, c'est que c'est facile à dire aujourd'hui, mais à un moment donné, je me posais la question de savoir est-ce que je suis en train de faire le bon choix? Donc, le regret d'avoir acheté est peut-être passé par là. Mais ce qui m'a aidé à tenir, c'est la compréhension du business model de la compagnie. Le problème temporaire également, c'était quelque chose lié au procès, etc. Après, il y avait également le fait que Amazon soit un concurrent. Mais je me posais la question, mais comment est-ce qu'Amazon va venir être un concurrent ici alors que les marges dans ce secteur d'activité sont déjà rikiki? Or, les marges rikiki ici représentent un avantage concurrentiel pour ce business-ci. Et quand les problèmes liés au procès, dont j'ai déjà parlé de McKesson ici, opioïdes, etc., je vous laisse aller voir ça. Quand on a eu la solution au niveau, enfin, quand on a eu la condamnation par rapport au procès, etc., on a vu que bon, c'est pas une entreprise, vu le fine on allait avoir à payer, donc l'amende qu'on allait avoir à payer, c'est rien du tout. Et c'est un business qui continue à rapporter de l'argent et à racheter ses actions, etc. Aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, mon rendement sur coût d'acquisition par rapport à cette compagnie-ci, d'accord? Donc, cette compagnie-ci, en date d'aujourd'hui, mon rendement sur coût d'acquisition, on va le dire comme ça, regardez. En date d'aujourd'hui, c'est un business qui rapporte à peu près 26 dollars à l'action, d'accord? Divisé par un PRU aux alentours de 135 dollars à l'action, on se retrouve à peu près un rendement de 119%, de 19%. Et vous pensez que moi je vais vendre mes actions en date d'aujourd'hui? Jamais. On s'attend à du 34 dollars en 2026. Et c'est un business assez prévisible, d'accord? Par rapport à mon PU, si on est aux alentours de 25% de rendement, il y a de fortes chances que je ne vende jamais. Enfin, on dit jamais, jamais, mais il y a de fortes chances que je ne revende pas mes actions McKesson. J'ai appris ma leçon derrière sur Apple. D'accord? Donc ici, je n'ai pas envie d'avoir le regret d'avoir vendu trop tôt. Je me concentre sur le business ici. Oui, ma plus-value est tout simplement magnifique. D'accord? Elle est tout simplement magnifique, mais encore, on pourra aller bien plus loin que ça. Aujourd'hui, on est à peu près à 215, on est à peu près à 35% ici en termes annualisés. D'accord? Enfin, ça, c'est parce que je prends 2019 ici. Mais si on le prend globalement ici, on est à 215%. D'accord? Donc, j'ai presque, ici, par exemple, j'ai presque triplé mon capital de départ, mon investissement de départ. OK? So, si on prend ça par rapport à ce qu'on pourrait avoir aux alentours ici voilà, par rapport à ce qu'on pourrait avoir à ce niveau-ci, donc je vais prendre, on va le mettre ici à quelque chose à 135, prenons ça comme ça. Voilà.
bon, c'est pas grave non plus. Par rapport à ce qui est attendu ici, donc je pourrais à peu près tripler ma mise de départ si on continue à se négocier aux alentours de 15 fois les bénéfices, à peu près. Et ça me fera toujours un rendement de 22% par là. Et si je prends même, enfin, parce que ça dépend également de la période ici, donc si je prends même, disons, 2017 ici, d'accord, le début, etc., on le fait comme ça. Admettons même que j'exagère à 105, voilà, on va le mettre comme ça. Par rapport à ça, on pourrait avoir un rendement moyen ici, on pourrait presque tripler sa somme de départ. OK? So, ça me dérange, je n'ai pas envie de vendre mes actions en date d'aujourd'hui. Je ne les vendrai pas du tout. OK? Parce que je pourrais avoir le regret d'avoir vendu trop tôt. OK? So, j'ai appris ma leçon ici. J'ai également appris ma leçon à ce niveau sur Meta. OK? J'ai également appris ma leçon sur Meta. Mon prix d'achat est tellement bon que ça ne me sert à rien de les vendre. Oui, il y a eu toutes les secousses, etc. Mais vous savez ce qui vous aide à tenir? C'est la connaissance du business. Donc, tous ces regrets, entre parenthèses, que j'ai pu avoir par le passé, je les ai transformés en règles, voilà, en leçons. D'accord? Des leçons que j'essaye d'appliquer aujourd'hui. Mais évidemment, vous allez voir que au courant, je tombe également parfois dans le pied. Je continue à tomber dans les pièges, enfin, je continue à tomber dans le piège ici d'acheter des entreprises que j'aime bien. D'accord? Alors que, voilà, il y a des éléments qui sont déjà disponibles ici qui pourraient m'aider à ne pas prendre, qui auraient pu m'aider à ne pas acheter ces entreprises-là. D'accord? Notamment quand on parlait de Michael Kors, ici, je disais tantôt que c'est difficile d'investir dans le secteur discrétionnaire. Ici, il faut également faire attention aux entreprises qui font du business to consumer, d'accord, dans le segment de la consommation discrétionnaire, parce que les consommateurs sont très peu fidèles. Alors que si c'est B2B, le business to business ici, les entreprises sont plus fidèles que les consommateurs individuels. D'accord? So ici, c'est clairement une entreprise sur laquelle je n'aurais pas dû investir. Mais est-ce que j'ai retenu la leçon? Non. J'ai quand même investi cette compagnie au point où, voilà, je perds plus de 50% de ma mise de départ. Ok, pourtant, c'est une leçon que j'étais censé avoir apprise. Et encore, il y a des éléments qui étaient présents quand je prenais cette décision d'investissement-là, qui étaient présents, dont j'avais connaissance, mais j'ai juste choisi de les mettre de côté parce que j'aimais le produit. C'est également une erreur de ne pas tomber amoureux. Donc, ce regret-là aujourd'hui, je regrette d'avoir acheté cette compagnie. Mais également, j'en tire une autre leçon, ok, qui complète la précédente. Donc, aujourd'hui, vous allez peut-être voir des entreprises comme CVS. CVS qui ne fait pas grand-chose depuis des années. Et CVS et Mac&Son, je les ai achetés au même moment. J'avais mis également du Walgreens, mais sauf que Walgreens, je les ai revendus parce que en me concentrant sur les deux business, parce qu'ils avaient l'air similaires, je me suis rendu compte que CVS était meilleur que Walgreens et ne faisait pas exactement la même chose que Walgreens. Et ici, essayez de se diversifier parce que si vous faites juste de la pharmacie ici, c'est un segment extrêmement concurrentiel. Or, CVS est verticalement intégré. On a ici on a assurance, on a pharmacie benefit management, on a les pharmacies au détail et on a des cliniques verticalement intégrées. Donc, moi, j'aime bien ça. OK? So, aujourd'hui, est-ce que vous pensez, je ne gagne pas grand-chose sur cette compagnie-ci, mais je ne vendrai pas cette compagnie-ci en date d'aujourd'hui. Pas du tout. Mon rendement sur coût d'acquisition par rapport en date d'aujourd'hui est tout simplement bon. D'accord? Si on prend un exemple ici, en date d'aujourd'hui, si vous l'achetez à 75 $, d'accord, par rapport aux prévisions de bénéfices nets ici, on pourrait qu'aux alentours de 9 $ ici, donc 75 ici, vous avez un rendement sur quoi à peu près de 12%. OK? Donc, ici, combien de fois vous allez vous dire, ah, est-ce que je ne regrette pas d'avoir acheté cette compagnie-là? Qu'est-ce qui va vous aider à tenir? C'est la compréhension de ce business model. D'accord? C'est pour ça que vous pouvez regarder les chiffres ici, mais le plus important au-delà des chiffres, c'est de faire parler ces chiffres-là. Donc, je n'ai pas de regret d'avoir du CVS en portefeuille. Comme je n'ai peut-être pas de regret d'avoir du Verizon. D'accord? Verizon que tout le monde déteste en date d'aujourd'hui pour X ou Y. Moi, je pose toujours une question. Si vous pensez que les télécommunications peuvent disparaître du jour au lendemain, posez-vous la question. Est-ce que vous pouvez faire concurrence à ces compagnies-là? Posez-vous la question. J'ai vu tantôt quelqu'un m'a dit oui, mais la concurrence liée à Amazon. Amazon n'a pas le droit d'exploiter le réseau. Amazon ici va faire un partenariat avec ces compagnies-là. Et encore, low cost. OK? Donc, techniquement, ici, Amazon n'est pas un concurrent. OK? So, elle distribue également Internet dans certaines zones. On pose souvent la question, oui, mais Starlink ne fonctionne pas dans les grandes agglomérations. Ce n'est pas économiquement viable. D'accord? Parce que les coûts d'exploitation sont élevés. Or, si on est en dehors des zones, voilà, si on est dans les zones rurales, etc., tant que la fibre optique n'est pas encore arrivée dans ces zones-là, tant mieux pour Starlink.
Starlink également pourrait servir ici à ceux qui veulent avoir Internet dans les voitures, etc. Peut-être que là, ça pourrait fonctionner. Mais n'oubliez pas également que la plupart des gens qui peuvent avoir Internet dans les voitures peuvent avoir également Internet illimité sur les téléphones. Donc, vous voyez que c'est discutable. D'accord? Donc, le raccourci de Starlink ne fonctionne pas. Même si c'est un argument qu'il faut prendre en considération. OK? Aujourd'hui, on a quoi? Les problèmes liés au câble avec du gainage de plomb ici. Ici, l'histoire est plus complexe que ça et j'ai déjà fait une vidéo dessus. OK? Et peut-être également, je peux avoir un biais positif sur cette compagnie-ci et j'en suis conscient. OK? C'est pour ça que je vais toujours essayer de chercher des éléments négatifs uniquement. Parce que pour les éléments positifs, je les ai déjà. Je vais essayer de décrire ici mon argument positif du début. Et pour le moment ici, dépendamment des éléments que j'ai, je reste toujours assez confiant par rapport à cette compagnie-ci. Mais attention, je ne suis pas en train de vous encourager à l'acheter du Verizon. Moi, j'ai lu et je continue à lire. Je prends du temps nécessaire pour le faire. J'écoute les conférences calls, etc. Donc, ça me prend énormément de temps. Et si vous pensez que vous allez pouvoir tenir la route uniquement vous basant sur les états financiers, donc les chiffres, ça va être très difficile pour vous. OK? Ce n'est pas la première fois que j'ai à vivre ce genre de choses-là. Et je sais que ce qui aide à tenir, c'est la compréhension du business model. Donc ici, je n'ai pas de regret d'achat. OK? Je n'ai pas de regret d'achat. Donc, vous verrez donc que le regret d'avoir acheté ou bien le regret d'avoir vendu, le regret d'avoir acheté ou bien le regret d'avoir vendu ici, ça n'a pas lieu d'être. Vous devez, enfin, quand je dis ça n'a pas lieu d'être, vous devez plutôt transformer ça en leçon. Et les grands investisseurs le font. Je ne sais pas si vous connaissez François Rochon. François Rochon de Giverny Capital. Xavier Delmas en parle souvent ici. D'accord? Il publie généralement une lettre financière. C'est un Québécois, c'est un Canadien. Donc, Québec, on dit Québec. D'accord? Parce qu'ils sont, voilà. So, il parle français. D'accord? Et vous voyez ici qu'il publie une lettre annuelle ici en français. En fait, je vous encourage à lire toutes ces lettres-là. Toutes sans exception. Ça, c'est une formation gratos. C'est une formation gratos. C'est une formation gratos. Oui, vous avez dit que la lecture s'y ennuie, etc. Mais voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Vous ne pouvez pas être un bon investisseur si vous ne savez pas lire. Et encore, j'avais oublié quelque chose. Quand vous avez le regret de ne pas avoir acheté, parce qu'il y a les erreurs d'omission, ne pas avoir acheté une compagnie, ou bien ne pas avoir mis plus d'argent sur une compagnie. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont des regrets sur Facebook aujourd'hui. Oh, j'aurais dû acheter plus. Quel était ton sentiment de départ quand tu avais des actions, quand Facebook te proposait ici un prix très peu élevé, un prix en discount? Quel était ton rendement, ton raisonnement de départ? Allez-y voir ma vidéo sur Meta. Les vidéos sur Meta au courant ici entre mars 2022 ici et décembre 2022. Allez-y voir ces vidéos-là. Regardez les commentaires surtout et comptez le nombre de personnes qui étaient négatives. Le même seul nombre de personnes, il y aura énormément de personnes ici qui auront des regrets. Oh, j'aurais dû acheter. Oh, j'aurais dû acheter. Mais à ce niveau, si tu pensais que c'était la fin du monde, est-ce que vous pouvez clairement vous poser la question de savoir ici, est-ce que j'ai même pris la peine de lire même sur le business? À chaque fois ici, on parlait de métavers, je vous disais qu'il n'y a rien sur le métavers ici. C'est l'investissement ici dans l'infrastructure surtout. Et ce n'est pas juste pour le métavers. Le métavers n'est qu'un pari ici qui pourrait fonctionner ou pas. Mais les dizaines de milliards qu'on investit, ce n'est pas juste pour le métavers. OK? So, quand je regarde souvent Facebook, ça me fait toujours rire ici parce que je sais qu'il y a un ami qui m'avait proposé, qui m'avait parlé de Facebook ici. On était encore aux alentours ici voilà, il y a très très longtemps, on était encore aux alentours ici des $40 à l'action. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit que Facebook, voilà, ça s'appelle encore Facebook, d'accord? Quand ça va finir comme comment on appelle ça? Comment il y avait une plateforme avant là pour les MySpace, voilà. Ça va finir comme MySpace, etc. Il n'y a rien, machin, c'est la hype. Je n'avais jamais lu un rapport financier. De toute façon, à cette période-là, j'étais encore trader. Je n'avais jamais lu un rapport financier, mais j'ai eu un avis. Et vous savez à quel moment Facebook a commencé à m'intéresser? Quand on était déjà aux alentours ici de 150 à $200. C'est là que la compagnie commençait à m'intéresser. Est-ce que j'ai eu le regret de n'avoir pas acheté plus tôt? Certainement. Mais également, pendant toutes ces années-là, j'ai également appris à connaître le business. J'ai également fait des erreurs ailleurs, d'accord? Et ces erreurs-là, je ne les ai pas repliquées sur Facebook. Ce qui m'a permis également de tenir pendant les périodes difficiles. Aujourd'hui, est-ce que je vendrai mes actions Facebook? Non, pas du tout. Je les garde tranquillement. C'est comme avec les actions Google. Quand tout le monde parle ici du fait que, ouais, Meta, intelligence artificielle, machin, mais Google peut faire la concurrence à Microsoft. Ça, c'est même pas une discussion. OK? Les produits, vous rappelez que Google a toujours un copycat de tout ce que Microsoft a, que ce soit le cloud, que ce soit Excel, que ce soit Word, que ce soit, je sais pas moi,
euh, entre parenthèses Teams, il y a toujours un copycat. Et n'oubliez pas le Saint Google, le Saint YouTube. Dernièrement, on a augmenté les prix du YouTube Premium. Et elle peut même augmenter à $20. Elle a un pricing power énorme. Et je ne sais, il y a de fortes chances qu'on revienne aux alentours ici de 7,41 $ par action à ce niveau-ci. Et Google, c'est une entreprise qui peut se négocier ici à 25 fois les bénéfices, sans sourciller. D'accord? Elle peut augmenter ses marges. D'accord? Et on n'est pas à l'abri ici voilà, d'un nouvel achat ou bien ici voilà, d'une croissance dans un de ces segments d'activité. OK? So, je dors sur mes deux oreilles avec Alphabet. Je l'appelle toujours Google, excusez-moi, mais c'est Alphabet aujourd'hui. Je dors sur mes deux oreilles avec du Alphabet. OK? Est-ce que je le regrette de n'avoir pas acheté plus? Non, parce que je continue à acheter. Ça ne me dérange même pas. Je pense que la plupart du temps, ici, chaque mois, je mets un tout petit peu sur Alphabet. Parce qu'il y a pas, on n'a pas besoin d'avoir 400 000 bonnes idées chaque année. Quand j'ai du Amazon, est-ce que vous pensez que j'ai un regret d'acheter du Amazon? Ça ne me dérange pas du tout. J'achète Amazon, je sais ce que je cherche. D'accord? C'est pas au niveau des marges, je dis qu'Amazon n'a pas les marges. Les marges d'Amazon ici ne représentent pas la réalité. D'accord? Parce qu'elle est encore en phase de croissance. Parfois, c'est important de savoir où est-ce que l'entreprise se situe en date d'aujourd'hui. Donc, Amazon est encore en phase de croissance. On lui demande quoi? De s'autofinancer. Donc, pour l'analyser ici, du point de vue bénéfice net, marge, etc., il faut connaître à peu près l'objectif des marges. Est-ce qu'elle peut l'atteindre? Il y a de fortes chances que oui. Elle vous a montré un exemple pendant la pandémie ici. OK? So, Amazon également, on est tranquille. Et je parlais de Giverny Capital, François Rochon. Si vous lisez la lettre financière 2022 ici, et comme dans toutes les lettres financières, il a un truc qui pose vraiment, il appelle ça les analyses post-mortem. D'accord? On va aller regarder ça ici. Regardez ceci. Voilà. Post-mortem ici. Quinquennal, donc sur 5 ans. Ça, ce sont les erreurs qu'il a fait ici, dans le passé. Soit l'erreur d'avoir acheté une action, soit l'erreur d'avoir vendu trop tôt, soit également l'erreur ici d'avoir omis d'acheter une action. Tout ceci est là, le podium des erreurs. Il vous dit ici, médaille de bronze, Texas Roadhouse. On va un peu lire. Il dit ceci. Il y a 25 ans, j'avais acquis... Non, même pas. La médaille d'or, c'est LVMH, vu que vous connaissez LVMH. Il dit ceci. LVMH est une compagnie française que je suis depuis longtemps. C'est la maison mère de la célèbre marque Louis Vuitton, mais aussi de bien d'autres exceptionnelles entreprises. Personnellement, ma favorite est le célèbre vignoble Cheval Blanc. J'ai ainsi toujours admiré les nombreux avantages compétitifs de la compagnie et la gestion de son président Bernard Arnault. Durant la crise de l'euro à l'été 2011, on va mettre ici LVMH en 2011. LVMH. 2011. Regardez bien. Il connaissait déjà la compagnie. Et on était en 2011. Je vais mettre 2011 ici pour que ce soit plus visible. 2011, c'est à peu près ça. LVMH s'est négocié à peu près quoi? 17 fois les bénéfices. C'est ridicule. Alors qu'aujourd'hui, d'aucuns veulent payer 27 fois les bénéfices et se dire qu'on est toujours correctement évalué. So, on continue. Et c'était encore une compagnie de croissance. Donc, on continue ici. Il dit ceci. À l'été 2000, l'action LVMH avait reculé à moins de 100 € et se transigeait à environ 16 fois les profits. De pouvoir acquérir une des meilleures entreprises au monde à un ratio attrayant est une opportunité que j'aurais dû savoir saisir. J'y ai songé sérieusement, mais j'ai préféré attendre une évaluation encore plus attrayante. Alors, ça vous parle? Et là, on parle de François Rochon, qui pense qu'il a une performance de 14% sur une vingtaine d'années, ce qui est exceptionnel. OK? Peut-être même plus que ça, plus que 20 ans, je pense bien. Et j'ai eu plusieurs chances. Le ticket est demeuré à une évaluation raisonnable pendant plus de 3 ans. Comme je dis ici, CVS est à une évaluation raisonnable depuis plusieurs années. Plusieurs années. Je dis bien depuis plusieurs années. Et ça ne change pas. Bon, je ne compare pas CVS à LVMH, mais vous remarquez ici que pendant 3 ans, il avait la possibilité d'acheter du LVMH. Depuis 2011, les bénéfices par action ont cru de 6,2 € à 29,6 €. À 100 €, par rapport au bénéfice net actuel, on a du 29% de rendement par rapport à ce coût d'acquisition-là. En 2022, soit un taux de croissance annuel composé de 15%. Une performance phénoménale pour une entreprise de cette taille. Ah oui. Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment du phénoménal. OK? So, l'action a touché les 800 € en début d'année 2023 pour un rendement annuel de 20% sur ces 11 années. Et c'est sans compter les dividendes.
Je cherche encore une excuse pour expliquer cette indécision. Même François Rochon fait des erreurs. Warren Buffett va faire des erreurs d'omission également. Il y aura également des, voilà, des erreurs. Comme on dit ici, des analyses post-mortem, les erreurs d'avoir acheté une entreprise, par exemple. Ils vont vous le mentionner. Tout le monde fait ces erreurs-là. Le plus important, vous constatez, c'est d'apprendre ses leçons. Apprendre ses leçons. C'est de tirer une leçon de tout ça. Donc, vous aurez toujours un quelconque regret par rapport à X ou Y. Ça, c'est sûr et certain. Ne vous inquiétez même pas par rapport à ça. Il y aura toujours un regret quelque part. Le plus important, c'est de tirer les leçons. Donc maintenant, si tu as le regret de ne pas avoir acheté une compagnie, pose-toi la question de savoir qu'est-ce qui t'a poussé à ne pas faire ce choix-là. Voilà. Qu'est-ce qui t'a poussé à ne pas faire ce choix? Documente même. Parce qu'il faut avoir ici, il faut apprendre à écrire également. Je vous dis la vérité, parfois, on peut penser quelque chose de positif sur une compagnie, mais on n'achète juste pas parce qu'il y a un élément ici. Il nous manque à peu près, on attend un prix plus bas que ça, alors qu'on a déjà un excellent prix. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne chipote plus vraiment sur les... Oui, l'entreprise est à 20 $, la valeur se retrouve peut-être ici à 25 $, techniquement. Enfin, si on prend en considération la dette ici, donc voilà, je vais l'acheter ici à... Je vais essayer de l'acheter ici en dessous de 20 $. Parfois, je peux même l'acheter à 20 $ ici si je considère qu'on peut avoir une croissance si assez élevée. Et ce n'est pas une considération parce que je regarde la croissance passée, mais c'est également parce que je m'intéresse au business. OK? Les regrets vont toujours exister. Il y en aura toujours. Maintenant, c'est d'apprendre, c'est de tirer les leçons par rapport à chaque erreur, par rapport à chaque regret ici. C'est incontournable. OK? Donc, ça, c'est à peu près ma petite contribution par rapport à ça. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez déjà eu des regrets par rapport à X ou Y ici? Dites-le moi en commentaire. Et si j'avais à vous dire quelque chose, enfin, si on devait faire un résumé ici, c'est simple. Par rapport à chaque regret, tirez une conclusion. Et essayez d'apprendre, apprenez vos leçons également. Également, ce que je fais, c'est d'écrire. Quand une entreprise m'intéresse, je vais écrire qu'est-ce qui m'empêche de l'acheter en date d'aujourd'hui. Et si demain il y a un regret, je pourrais retourner sur ma base de données et dire, oh, voilà ce que je pensais de cette compagnie-ci. D'accord? C'est important. So, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, en lien dans la description de cette vidéo, si vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Pour les lettres ici de Giverny Capital, vous pouvez retrouver ça ici sur son site web ici. Et je vous encourage vivement à aller lire toutes. Généralement, prenez ça en ordre et regardez généralement ici l'évolution des différentes entreprises. Ok, ça date ici, on a 1995, donc on a à peu près presque 30 ans ici, en fait, presque 30 lettres financières ici. D'accord, je pense qu'on est à la 28e, ça sera cette année-ci, donc présentement on est encore à 27. Ok, so, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.